Bien, bonjour à tous, merci de votre présence. Alors nous avons cette petite table ronde aujourd'hui sur l'OSINT, l'Open Source Intelligence et l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on perçoit cette évolution au sein de nos services, de nos entreprises, de notre communauté. Alors nous avons sur le plateau aujourd'hui le vice-amiral Arnaud Coustillière qui nous rejoint dans quelques minutes. C'est un officier général de la marine qui a commandé plusieurs navires de combat. Et l'amiral Coustillière a été un acteur majeur de la création de la cyberdéfense au ministère des Armées, dont il a été le premier ComCyber de 2011 à 2017. Il a été notamment directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication, la DGNUM, du ministère des Armées. Et aujourd'hui, il préside le pôle d'excellence cyber et il nous rejoindra, j'espère, juste dans quelques minutes. C'est un peu comme en informatique, il nous manque toujours quelques octets pour un programme. Bon, là, vu l'amiral Coustillière, c'est plutôt le kilo-octet, mais bon. Nous avons aussi sur cette estrade donc Henri Dagrin. Henri Dagrin était officier de marine pendant 27 ans et donc a alterné les postes opérationnels et les responsabilités dans le domaine de l'informatique et puis des moyens de communication des armées. Donc après sa carrière militaire, il a été président de Small Business France, une société qu'il a fondée pour accompagner les PME technologiques et surtout les PME dans l'innovation. Il a été également directeur du Centre des hautes études cyber, le CHESI, qu'il a créé en partenariat avec l'école du numérique. L'école européenne d'intelligence économique. Et il a rejoint le CIGREF, au sein duquel il est délégué général. Le CIGREF, c'est le club informatique des grandes entreprises françaises. C'est une très vieille institution puisqu'elle est née dans les années 70. En 70, et c'est une association qui regroupe à peu près 150 acteurs du monde du numérique en France et dont la mission est de développer les capacités des grandes entreprises à intégrer et à maîtriser le numérique. Et nous avons à côté notre universitaire de talent, Fabien Laurençon, qui est enseignant à Sciences Po Paris, qui est chercheur associé à l'IRSEM, l'Institut de recherche et de stratégie de l'école militaire, et au centre Thucydide de Paris Panthéon-Assas. Ces recherches portent notamment sur l'innovation et le rôle de l'innovation dans la pratique du renseignement. On peut appeler Fabien Laurençon est un spécialiste des Intelligence Studies. Alors pour débuter cette conférence, je vais repartir d'un mot du ministre de la Défense, soit l'armée française prend date, soit elle décroche. Et il a évoqué, bien sûr, l'intelligence artificielle. Donc en mars dernier, il a annoncé la création d'une agence qui est dédiée à l'intelligence artificielle au sein des armées, ainsi que l'achat d'un supercalculateur destiné à l'intelligence artificielle et au traitement des données secret défense. Et là, nous sommes en plein salon Eurosatori, et nous sommes vraiment au cœur du sujet, car nous sommes vraiment à la confluence du technologique, la technologie d'armement, certes, la version Ironworks, comme on voit dans l'autre satellite, Arcus, KNDS, etc. Et on a le numérique high-tech, mais aussi le numérique low-tech, dans les aspects cognitifs hybrides. Donc on est vraiment au chaînon manquant entre le canon, finalement, et le numérique. Et d'ailleurs, le conflit russo-ukrainien aujourd'hui et les différentes accélérations stratégiques de notre monde ont également mis en exergue plusieurs points, dont les capacités opérationnelles d'outils numériques de plus en plus complets, d'outils numériques appliqués, le numérique appliqué, mais aussi le détournement d'applications commerciales relativement simples et connues, en soutien à la tactique du fantassin, à la tactique de l'artilleur, à la tactique de l'aviateur et à la coordination de tous ces feux.
Donc, dans un monde où aujourd'hui l'information est omniprésente, voire submersive, comme une vague submersive, les avancées de l'intelligence artificielle révolutionnent tout à fait notre manière de traiter les données. C'est l'intersection entre l'OSINT finalement et l'IA. Et cette intersection est devenue véritablement un domaine d'exploration qui augure de grandes capacités à l'avenir. Outre le traitement des données, l'OSINT et l'IA, ce croisement, cette espèce d'intersection ou de matrice, parce qu'il y a quand même des plurifinalités, elles permettent de trier, de filtrer et d'interpréter de très vastes quantités d'informations et que j'appellerais prédictives. Et là, on tombe dans un domaine de la prospective, mais également dans un domaine totalement hybride, qui est celui de l'analyse des sentiments et de la manipulation. Et donc, vous l'aurez compris, on a une conférence qui va s'articuler en 3 grandes parties. La première, c'est autour de la donnée. La deuxième, c'est autour de la désinformation et l'influence. Et la troisième, c'est en matière de base industrielle de technologie de défense et de prospective. Alors, ma première question sera pour Fabien Laurençon. Les systèmes de plus en plus sophistiqués d'IA en matière de collecte de la donnée devraient être développés très vite pour extraire des données de sources encore très diverses. Des contenus multimédia complexes, des données hétérogènes, de données du clear, du deep et du dark web. Et la question est simple. Sont-ils, selon vous, un élément de refonte des méthodes et des processus des services de renseignement qui, parfois, de temps en temps ou souvent, sont écartelés entre le conservatisme de différentes méthodes de recueil du renseignement et l'innovation? Ça marche ? Oui. Bon, bonjour à tous. Merci, Monsieur Timmermans, pour cette introduction. Alors, la question que vous posez, en fait, c'est on peut y répondre à différents niveaux. La question n'est plus si les services de renseignement vont utiliser l'OSINT, c'est déjà le cas, c'est une évidence. La question, c'est quelles ressources les communautés du renseignement des différents pays vont dédier à cette révolution de l'OSINT, mais plus généralement de l'IA dans l'OSINT, j'ai envie de dire ici. Et aujourd'hui, la question, c'est plus tellement, je crois, l'alternative ou la dichotomie un peu facile entre conservatisme et innovation, mais c'est quel usage, à quel moment du cycle du renseignement on décide d'utiliser au maximum cet effecteur. Parce que l'OSINT est un effecteur du renseignement, quelque chose qui permet de faire mieux de renseignement, plus de renseignement, plus vite de renseignement que le renseignement classique, traditionnel, en source fermée, avec des moyens clandestins, des moyens secrets qui sont l'essence du renseignement. Juste un mot pour rappeler qu'en fait, l'OSINT est une pratique très très ancienne. Les études américaines du renseignement ont montré que dès les années 40, 50, avec la CIA notamment, les sources ouvertes, émissions radiophoniques, presse écrite, littérature grise, sont utilisées par les services de renseignement américains comme une source parmi d'autres, mais en complément, en effecteur quelque part, pour mieux comprendre la situation politique, syndicale, économique d'un pays comme l'URSS, par exemple. Donc l'usage de l'OSINT dans la pratique du renseignement, dans l'affinage du renseignement, il est très ancien. Il date des années 50 et même avant. Je fais un deuxième aparté. Si vous étudiez un peu les archives, effectivement, de l'ambassade de France à Berlin, vous vous rendez compte que le deuxième bureau français suit de très très près l'actualité allemande et la montée du nazisme, avec aussi des sources ouvertes. Voilà. Donc l'usage de l'OSINT, il est très ancien, juste pour rappeler ça en début. Ensuite, pour la question de comment on l'utilise, je vais juste faire dans ces cas-là, prendre un exemple très concret, qui est un service de renseignement du département d'État. Au sein de la galaxie américaine du renseignement, vous avez le Bureau of Intelligence and Research, l'INR, qui est un petit service de renseignement assez peu connu, qui dépend du département d'État. Et l'INR a annoncé, il y a quelques mois, sur son site, une stratégie OSINT. C'est intéressant, si vous allez sur le site de l'INR, cette OSINT Strategy est intéressante parce qu'elle montre effectivement l'ambition en matière d'OSINT de ce service de renseignement qui dépend donc de la diplomatie américaine et qui utilise désormais l'OSINT comme un outil à part entière et quasiment exclusif
pour produire du renseignement sur des zones de crise. Et il y a un autre article qui est sorti récemment qui montre qu'une des forces de ce service, c'est peut-être d'utiliser d'abord l'OSINT et après le renseignement classifié, venant d'autres branches du renseignement américain, la CIA, la DIA, la NSA, pour compléter, confirmer ses intuitions, ses analyses sur un théâtre de crise comme l'Afghanistan. Et l'INR, donc Bureau of Intelligence and Research, est souvent réputé comme étant le service de renseignement qui a raison avant tout le monde et contre tout le monde. Exemple, l'Afghanistan. Et c'est intéressant de voir comment on a une inversion du paradigme dans ce service de renseignement, relativement petit, aux moyens limités par rapport aux géants que sont la NSA, la CIA, mais qui utilisent le SINT en prima et non plus en complément, comme c'était encore très longtemps le cas. Et là, c'est un cas intéressant à suivre dans cette communauté américaine du renseignement, qui est sans doute utilisée et déjà imitée, répliquée par bien d'autres communautés américaines, d'autres communautés du renseignement dans le monde. Et s'il y a des articles qui sont publiés, on pourrait en parler aussi de ce qui a été publié sur la communauté israélienne du renseignement et son usage massif, rapide en termes de timing, de time to market quelque part, désormais dans le cadre du conflit à Gaza. Alors, effectivement, Fabien, ça m'amène à vous poser une question complémentaire en matière de gouvernance, puisque vous avez évoqué le bureau, le BIR américain, mais c'est depuis 20 ans, en fait, la gouvernance de l'OSINT se cherche, notamment dans les services américains. On a eu un service qui a été dédié à l'OSINT, qui est reparti après sous gouvernance CIA, etc. Et donc, c'est à peu près partout pareil. Aujourd'hui, selon vous, percevez-vous comme une évolution souhaitable de la gouvernance de l'OSINT? Parce que vous l'avez bien vu, prima ou effecteur, on va dire, complémentaire, mais aussi moyen de réallouer un capteur. Donc, est-ce que vous avez une perception de la gouvernance, pas idéale, mais une gouvernance possible de l'OSINT dans le monde étatique? Alors, c'est vrai que cette question de la gouvernance de l'OSINT et du positionnement de l'OSINT, en gros, dans le service, à l'extérieur du service, c'est un peu un serpent de mer de la communauté américaine du renseignement. Et le DNI, donc l'office du DNI, depuis 15 ans, s'interroge sur est-ce qu'on met les capacités OSINT, on les réinsère dans le service, la CIA, est-ce qu'on les met à l'extérieur du service? C'est un des grands enjeux. J'ai envie de dire, peut-être que c'est peut-être pas la meilleure question. Est-ce qu'on n'est pas plutôt sur des écosystèmes, un peu comme la cybersécurité, où au fond, l'OSINT est quelque part une brique capacitaire dont la plupart des acteurs s'emparent, et qu'en fait, poser la question de la gouvernance, c'est peut-être méconnaître le caractère extrêmement fluide, protéiforme d'abord cette démarche qu'est l'OSINT. Encore une fois, c'est un outil au service de l'investigation. Rappelons ça, c'est pas une discipline, c'est pas un ensemble de briques capacitaires, c'est une démarche à fin d'élucidation et donc de décision. Et à ce stade, je pense que peut-être peut-on essayer, du point de vue universitaire, d'essayer de dépasser avec beaucoup d'humilité cette question du positionnement in or out. Merci beaucoup, Fabien. Alors, l'amiral Costière nous a rejoint. Bon, amiral, je me suis permis de te présenter en ton absence. Et merci, Patrick. Nous évoquions donc la première partie de cette conférence autour de la donnée. Et donc, en étant comme cyber depuis, tu as été comme cyber pendant longtemps. Et quel regard portes-tu sur l'évolution de la cyberdéfense face à l'avancée technologique, voire la rupture technologique qu'est l'intelligence artificielle? Premièrement, l'intelligence artificielle, c'est avant tout des algorithmes. Et c'est avant tout quelque chose qui est présente chez tous les gens qui travaillent sur les données. Bon, une fois qu'on a dit ça, et c'est clair qu'aujourd'hui, dans l'écosystème que je rencontre, il n'y a pas une société qui me dit pas, putain, j'ai la meilleure IA du monde. Donc, la première étape, c'est de savoir ce qu'il y a derrière les boîtes noires de l'IA, arriver à décrypter le niveau de professionnalisme et le niveau d'innovation de toutes les boîtes aujourd'hui qui mettent l'IA en avant du fait de cet effet de mode. Ensuite, l'IA, c'est une technique qui est effectivement déstructurante, qui pose beaucoup de questions et surtout, ça ne fait que renforcer le caractère extrêmement dynamique
du numérique qui a sa propre dynamique, qui a son propre tempo, qui a ses propres calendriers et qui n'est pas celui forcément des différents services chargés de défendre ou chargés de protéger les intérêts des États et ainsi de suite, qui ont quand même beaucoup du mal à suivre les avancées très 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 rapides de ces technologies. Bon, et Henri en parlera peut-être aussi, mais en gros on a une innovation tous les 6 mois et on n'a pas le temps encore d'avaler l'innovation qu'on en a déjà une autre. Donc l'IA et surtout tout ce qui est ChatGPT, tout ce qui est l'IA générative est un marquant d'inflexion. Et ce truc-là, on le trouve aussi bien chez les nocifs de tout type, que ce soit les hackers, que ce soit dans le cadre complémentaire des attaques techniques, ou surtout dans tout ce qui est la désinformation, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de mal, quasiment impossible dans un créneau de temps correct, pour savoir si une information qui est sortie, si une photo qui est sortie a été trafiquée ou est véridique. Donc la notion de source, de véridicité, de vérificabilité, toutes ces notions pour être sûr que ce qu'il y a en face de vous, ça soit vrai, c'est quand même un challenge. Même si on arrive, on parle des métadonnées, puis d'autres choses à savoir, ce truc-là a été manipulé, mais ça demande le temps de l'analyse, alors que l'image ou ainsi de suite aura provoqué ses effets. Et quand vous regardez toute la désinformation qui tourne autour des opérations en Ukraine, c'est dantesque ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et c'est dantesque la façon dont on peut manipuler l'information et s'adresser au chauffeur de taxi parisien qui est capable de vous raconter par le menu la bataille qui s'est passée 24 heures avant à tel endroit, parce qu'il est abonné à telle et telle chaîne et qui croit dur comme fer telle et telle chaîne et qui ne regarde pas le Figaro et il ne suit plus le Figaro, ne suit plus de déclarations de hommes politiques ou ainsi de suite. Donc ça porte aussi un changement à l'information. Côté défensif, c'est pareil, le côté défensif, l'IA va permettre d'automatiser de très nombreuses choses pour essayer de conserver l'action humaine là où elle a une très forte plus-value. Donc on le trouve pareil, il n'y a pas une société de cybersécurité qui vous présente pas ces solutions de détection grâce à la meilleure IA du monde. Donc ça veut dire qu'en face, quand vous êtes dans un service acheteur ou quand vous êtes dans l'État ou quand vous êtes dans un service qui va être un client, vous avez besoin d'avoir des gens qui sont des bons architectes, des gens qui savent décoder, comprendre ce qu'est l'IA, connaître l'écosystème des gens qui développent pour savoir quel niveau de confiance je vais accorder. Et aujourd'hui, vous avez plein de boîtes qui font de la désinformation, qui font de l'influence en vous disant qu'ils ont des briques logicielles, qu'ils ont les meilleurs algorithmes du monde. Donc, il faut être capable de les challenger. Voilà. Tout à l'heure, la gouvernance de l'OSINT, c'est une question pour moi, je rejoins complètement mon voisin de droite, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'OSINT, c'est une technique qui existe depuis des années. Cette chose avec les réseaux sociaux, elle a complètement explosé ou changé. Le haut de OSINT, quand on parle d'action sur les réseaux sociaux ou d'enquête sur les réseaux sociaux, il est plus très haut. Disons que quand on commence à manipuler des avatars pour aller au contact de gens ou rentrer dans des cercles fermés sur Signal ou sur d'autres choses, voire des tas d'autres réseaux, on est dans du renseignement humain au sein du numérique. Donc avec toute une série de techniques, dont des techniques numériques, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, rentrer dans un cercle de confiance sur un réseau social, ça demande des processus aussi bien d'approche psychologique, et puis derrière, ça veut dire pour les services de l'État, le respect strict des cadres juridiques qui sont les nôtres. D'ailleurs, je vous conseille la lecture d'un excellent bouquin, Soldats de la cyberguerre. Mais non, mais justement, dans le bouquin Soldats de la cyberguerre, rassurez-vous, c'est pas pour vous l'acheter. Chaque fois que j'achète un bouquin, ça me rapporte 1 euro, donc je m'en fous complètement. Par contre, pourquoi j'ai fait ce bouquin? Parce que j'ai dit soldats. Soldat, c'est le militaire en uniforme. Cyberguerre, c'est un cadre juridique. Donc le militaire en uniforme, et aujourd'hui, les capacités dont dispose le ComCyber depuis 2013, dispose de capacités de contre-propagande, d'action sur les réseaux sociaux. Ça, c'est assumé. Mais dans le strict respect du droit des conflits armés, du droit international humanitaire, et de côté du strict respect du code pénal. L'appel à la haine, l'appel à la haine n'est pas autorisé. Donc, pour pénétrer un réseau de djihadistes ou tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas prendre les mêmes langages qu'eux et faire de l'appel à la haine. Donc, il faut trouver d'autres modes de prévention, d'où des approches plus psychologiques. Merci, Amiral. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, juste après la question à Henri en matière de données. Donc, le SIGREF a publié en juillet 23 une note d'information qui était intitulée « Recommandations au sujet des IA génératives ». Alors, 1 an après, est-ce que tu peux confirmer ces conclusions et le positionnement du SIGREF sur ce sujet? Merci Patrick.
Bonjour. Je voulais d'abord rappeler d'où je parle. Le SIGREF est pas connu, peu connu. C'est une association professionnelle dont les membres sont les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques françaises en tant qu'utilisatrices de produits et services numériques. Donc la voix que je porte, c'est celle des grands utilisateurs, des grandes organisations utilisatrices de produits et services numériques en France. C'est important de le dire parce que je ne parle pas du tout, je porte la voix des grands utilisateurs, des grands donneurs d'ordre, et certainement pas des fournisseurs de produits d'intelligence artificielle. C'est très important, nous sommes totalement indépendants de ce point de vue-là. L'intelligence artificielle, en fait, c'est quelque chose qui est ancien, qui est très connu dans les grandes directions des systèmes d'information depuis très longtemps. Le terme lui-même, intelligence artificielle, est apparu en 1956 aux États-Unis. Et c'était une discipline scientifique qui avait pour objet de simuler les fonctions cognitives à travers des outils électroniques, des ordinateurs. Simuler les fonctions cognitives. La vue, l'ouïe, tous les processus d'apprentissage, les processus décisionnels, toutes ces fonctions cognitives, eh bien, au fil du temps, depuis donc la fin des années 50, eh bien, différentes techniques ont été utilisées, différentes technologies ont été utilisées pour simuler ces fonctions cognitives. Et donc, dans les années 70, tout le monde les gens qui ont mon âge se souviennent des systèmes experts qui étaient des systèmes d'intelligence artificielle de l'époque, qui fonctionnaient très bien. Et nous avions beaucoup dans la marine. Les systèmes de combat des navires, c'était des systèmes basés sur des outils d'intelligence artificielle. Comment ? J'ai été marin, oui. C'était des systèmes basés sur l'intelligence artificielle. Lorsqu'en novembre 2022 apparaît ChatGPT, effectivement, ça provoque un véritable émoi médiatique. Mais ça n'a pas tellement surpris les gens qui connaissaient bien ce sujet. Et ce qu'a fait OpenAI, c'est deux choses. D'abord, une très belle opération financière et une fantastique opération marketing. Fantastique. Et c'est surtout ça qui a été qu'il faut retenir. Alors après, c'est vrai que ChatGPT, l'irruption de ChatGPT sur la scène médiatique a provoqué beaucoup de questions au sein des entreprises. Et on s'est tourné naturellement vers les dirigeants numériques de ces grandes organisations. On leur dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Mes enfants me disent qu'on peut utiliser ça directement sur l'ordinateur à la maison. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore sur mon ordinateur au bureau ? Et là, il y a eu tout un travail d'explication bien formulé, quelles étaient les recommandations que l'on allait proposer aux adhérents du SIGREF, aux grandes organisations utilisatrices, pour, de manière à peu près homogène, eh bien, mettre en place des démarches d'appropriation de ces outils dans l'environnement de travail, d'autant plus que les grands fournisseurs, notamment comme Microsoft, se sont mis à proposer très rapidement, Microsoft, Google et d'autres, des outils qui pouvaient être diffusés sur des systèmes d'information pour des usages professionnels. Et donc, nous avons rédigé, en fait, non pas une note, mais deux notes. Une première note de recommandation en juillet 2023 et une deuxième en février 2024. Elles sont accessibles en libre accès sur le site du SIGREF, cigref.fr, et vous recherchez ces notes de juillet 2023 et février 2024, qui sont des recommandations formulées sur la façon d'utiliser ces outils d'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas vous en faire un commentaire exhaustif, parce qu'il n'y a pas le temps, mais je vais deux, trois remarques. La première, c'est d'abord des remarques de posture. L'intelligence artificielle ne sait pas. L'intelligence artificielle ne pense pas. L'intelligence artificielle n'a pas d'avis. L'intelligence artificielle se contente de faire, à travers des algorithmes très complexes, mais des statistiques pour définir quel est le mot ou le morceau de mots qui va aller après une suite de mots. C'est exclusivement des stats. Et donc le premier réflexe
qu'il faut véritablement éviter d'avoir, c'est celui d'anthropomorphiser les outils d'intelligence artificielle. Pour le dire autrement, c'est un peu comme le cinéma, on a l'impression de voir le monde animé, et pourtant ce n'est qu'une succession d'images fixes qui leurrent notre cerveau. De la même manière, les outils d'intelligence artificielle générative leurrent notre cerveau par des algorithmes mathématiques complexes qui nous donnent l'illusion d'avoir affaire à une conscience qui nous répond. Mais ce n'est qu'un leurre. Deuxième recommandation, c'est celui de la prudence. Quand on donne des données à un outil d'intelligence artificielle, à qui appartiennent ces données? Où sont-elles? Et les résultats de ces données, les résultats des traitements, à qui appartiennent-ils? Eh bien, il est très important de lire les petites lignes et de comprendre que, notamment, lorsqu'on est sur un ChatGPT, eh bien, les données appartiennent à OpenAI. Vos données. Donc, deuxième recommandation, celle de la prudence sur la propriété des données, sur la sensibilité des données que vous faites travailler sur un outil d'intelligence artificielle générative. C'est absolument majeur. Troisième recommandation, c'est celui de la propriété intellectuelle que vous allez manipuler à travers un outil d'intelligence artificielle. Comment ces outils d'intelligence artificielle sont-ils entraînés? Ce sont sur des cohortes extraordinairement nombreuses de données qui sont essentiellement pompées sur le web. Sauf que ce n'est pas parce qu'une donnée est en libre accès sur le web qu'elle est libre de droit. Je prends un exemple. Si vous demandez à ChatGPT qu'est-ce que pense le SIGREF sur tel sujet, eh bien, c'est très simple. ChatGPT répondra remarquablement bien parce qu'il a scanné tous nos rapports qui sont en libre accès sur notre site. Pourtant, ChatGPT va utiliser cette matière à son profit sans s'être posé la question des droits de propriété intellectuelle qui sont attachés à ces documents. Et donc, ChatGPT utilise pour ses stratégies, pour sa démarche commerciale en mettant à la disposition de ses clients ChatGPT, utilise la propriété intellectuelle du SIGREF gratuitement. Donc, vous voyez, ça peut avoir des effets. Vous pouvez vous retrouver avec des données qui, sans le savoir, sont couvertes par de la propriété intellectuelle et qui vous ont été rapportées. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que Microsoft et Google a suivi, ont annoncé à l'automne dernier, fin 2023, que si les clients de Microsoft qui utilisent Copilot, la partie ChatGPT qui est intégrée dans Microsoft Office, si il y a des problèmes, il y a des contentieux en propriété intellectuelle, alors Microsoft prendra en charge financièrement le traitement du contentieux. Et les Japonais, eux, ont pris une disposition législative en fin d'année 2023 pour dire on ne peut pas avoir un contentieux en propriété intellectuelle sur la base d'outils d'intelligence artificielle générative. Ou pour le dire autrement, l'entraînement d'un outil d'intelligence artificielle générative ne doit pas être concerné par les enjeux de propriété intellectuelle. Donc c'est assez étonnant. Enfin, dernière recommandation, je sais que je suis un petit peu long, mais tu sais qu'en m'invitant, je suis très bavard. Dernière recommandation, il ne faut pas avoir peur de tester dans un cadre sécurisé, mais tester, et notamment de rechercher les cas d'usage qui seront accélérés par des outils d'intelligence artificielle. Les use cases, au profit du business, et c'est ce que nous avons recommandé, mais vous le lirez, et ça sera mieux dit dans le rapport que vous lirez, c'est d'aller mettre en place des démarches qui permettent de développer la compétitivité, la productivité, et c'est sur ces cas d'usage-là, les premiers, qu'il faut effectivement développer des use cases d'intelligence artificielle générative. Merci Henri. Alors, deuxième partie de cette conférence est autour de la désinformation et de l'ingérence. Et là, on arrive
Quand on évoque l'OSINT et l'accès sur le web, on arrive très vite dans les domaines complexes de la désinformation, voire de l'ingérence. Du fake, des fakes, mais aussi de la manipulation des esprits, selon la formule d'Ignacio Ramonet dans les années 2000. Ignacio Ramonet qui était journaliste au Monde diplomatique à l'époque. Et donc, manipulation des esprits, des foules, bien sûr, au travers des médias classiques, mais aujourd'hui, principalement des réseaux sociaux. Alors, Amiral, tu as donc petite question pour toi. Donc, à propos de Viginum, Viginum, c'était c'est toujours l'organisme français contre les ingérences numériques étrangères, qui a publié un rapport en février 2024, c'est-à-dire juste très peu de temps, sur des sites de désinformation destinés directement à polariser le débat public numérique francophone, des sites russes notamment. Alors, comment est-ce que l'intelligence artificielle, comment va-t-elle permettre d'accroître les capacités de désinformation, c'est le but offensif, mais aussi de lutter contre cette même désinformation? Non, mais je pense qu'il est intéressant de revenir, prendre un peu de recul. Ces affaires de désinformation, de propagande, c'est pas nouveau, mais simplement le numérique a permis d'en multiplier, d'industrialiser les effets. Et on l'a vu depuis 2014, 2015. Vous avez eu la propagande de Daesh et tous ces trucs, mais on a surtout vu les ingérences dans les démocraties à partir des élections en 2017. Et ce sujet, pour moi, est un sujet qui est extrêmement prégnant parce que c'est des ingérences qui menacent le modèle même des démocraties. Typiquement, en 2024, vous avez eu 80 ou 70 élections dans l'ensemble des démocraties du monde et les recours à des opérations de désinformation, que ce soit des différents camps, et des informations ont explosé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements, d'associations qui travaillent sur la neutralité du net, qui travaillent sur une certaine mise en place d'orthodoxie, une certaine mise en place d'éthique et ainsi de suite. Et principalement, ce sont des associations américaines que l'on peut soupçonner aussi d'être les défenseurs d'un certain modèle. Mais ce sujet me paraît extrêmement un challenge énorme. Deuxième challenge, c'est que ça s'adresse aussi à nos enfants, aux adolescents, et de plus en plus tôt avec la manipulation à travers des TikTok, à travers tous ces réseaux sociaux qui finalement vont laminer la culture générale des générations futures, donc leur capacité d'auto-analyse et leur capacité de discernement. Et ça, c'est des choses qui sont assez fondamentales pour nos modèles de société. Voilà. Donc après, côté État français, l'État français, il a pris conscience, comme tout le monde, que la propagande était quelque chose de perpétué. Il a pris conscience assez vite des ingérences russes. Ce qui est intéressant dans les ingérences russes, c'est qu'il n'y a pas d'opération compliquée pour créer des situations de fracture dans la société française. On est capable de les faire tout seul, on est assez doué pour ça. Par contre, mettre de l'huile sur le feu, mettre du sel sur une plaie, ça se déploie de façon importante. Ce qui est intéressant, c'est que l'arme informatique, dont la propagande fait partie, c'est quelque chose qui permet d'agir au-dessous d'un seul niveau de violence, donc en dessous d'une réponse de niveau étatique. Parce que aller faire mettre des croix gammées dans une rue de Paris, aller faire tomber des sites mal protégés de l'éducation nationale, ça reste d'un très bas niveau. Mais l'effet est important puisque immédiatement nos hommes politiques font des déclarations importantes. Souvenez-vous de TV5 Monde, qui était un signal de l'État russe à l'État français dans un contexte un peu particulier. 3 ministres monopolisés pendant 2 jours. Le ratio emmerdement politique et bien d'image par rapport au coût de l'attaque, c'était quand même intéressant. Voilà, donc c'est là-dedans effectivement l'IA est une nouvelle brique technologique, comme l'a extrêmement dit Henri, qui vient encore rendre plus facile l'action des agents. Aujourd'hui, je crois que c'est en Corée du Nord, vous avez une fausse réunion qui a été montée dans une entreprise et le patron, qui était une image du numérique de sa thèse, a fait faire un virement à un de ses collaborateurs. Donc ce champ de la propagande, ce champ de la manipulation de l'information, tout le monde s'en ressaisit. Les réseaux de hackers, les manipulateurs, les arnaqueurs de tout genre. C'est ça un peu le propre du numérique. Et le propre du numérique, c'est que ça gomme toutes les frontières. Les nocifs de tout pays, unissez-vous. Et puis ils font des choses plus ou moins inventées. Pour moi,
moi, dans mes équipes, j'ai toujours dit que l'important dans le numérique, c'était au cœur de son écosystème. C'était pas être dans une approche verticale. Quand vous faites de la contre-propagande en langue française, vaut mieux être copain avec Google, avec Amazon, non pas Amazon, avec Twitter, que de coopérer avec les armées italiennes ou les armées espagnoles. On n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes choses. Donc, les partenaires sont pas tout à fait les mêmes que dans le monde réel. Donc, faire de la cyberdéfense ou faire de la contre-propagande, c'est être au cœur de son écosystème. Et puis ensuite, c'est dans ce domaine, c'est innovation tactique ou innovation d'usage pour prendre des mots du numérique face à l'innovation technologique. Et les hackers ou les nocifs, bien souvent derrière eux, il y a des bac+5 qui sont des ingénieurs informaticiens qui sont peut-être montés par de la valorisation des acquis ou de l'autonomie ou de l'apprentissage, mais c'est ce niveau de technologie, c'est pas des bras cassés quoi. Les bras cassés qui ont attaqué il y a pas très longtemps, je sais plus quel site, ils ont été retrouvés en 3 jours par la gendarmerie. Faut quand même pas être très très doué. Voilà, donc je veux dire, vous avez toutes sortes d'acteurs et ça monte de plus en plus fort. Pour revenir sur Viginum, moi je trouve que l'État français a réagi, donc il a mis une agence qui ressemble peu ou prou à l'ANSSI, c'est-à-dire qu'il regarde le défensif et surtout l'intérêt, c'est qu'il permet de dénoncer, de montrer qu'on n'est pas dupe. Et quand vous reprenez le livre blanc 2013 sur la doctrine française en matière d'attaque informatique technique, c'était de dire je renforce ma posture pour pas être attaqué, et puis ensuite, quand face à une attaque qui menace mes intérêts, je me garde le droit de caractériser et de répondre par tout moyen à ma disposition, politique, diplomatique, et c'est un petit peu la même chose qui est fait dans le domaine de la désinformation. Et moi, je salue aujourd'hui les travail des équipes de Marc-Antoine Briand, qui a fait un remarquable travail en moins d'1 an, avec la sortie d'un certain nombre de documents très très bien documentés et qui dénoncent déjà le fait de dénoncer, de dire à nos amis russes, je ne suis pas dupe, je sais que ça vient de toi. Après, laissons les autres services agir dans leur cadre juridique normal. Mais je pense que ce sujet est un vrai sujet de questionnement, y compris sur le positionnement des armées qui ont des capacités d'action dans l'espace numérique, pour regarder à partir du moment où les intérêts stratégiques de la France sont menacés, pas intérêts vitaux parce que vitaux c'est numérique, et on peut pas ne pas rien faire aujourd'hui quand dans notre démocratie, quand nos élections seront menacées, et que si ça devient à un certain niveau, ça devient insupportable, montrer qu'on est capable de faire un certain nombre de choses. Donc, avoir un cadre juridique qui permet de recourir à l'action des forces armées en complément d'autres. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des actions d'action qui sont faisables, restant à très bas niveau, pour faire cesser. Et vous avez dans la loi de programmation militaire 2013 un article sur les attaques informatiques techniques autorisant un certain nombre de services de l'État, sous l'autorité du Premier ministre, à faire les actions techniques nécessaires pour faire cesser les effets d'une attaque. Ça vous autorise pas le droit de faire une contre-offensive cyber de pénétration, ainsi de suite, mais ça vous permet d'arrêter les effets. Donc voilà, donc on pourrait très bien imaginer un cadre juridique de ce niveau-là, parce que je pense que cette menace est vraiment une menace d'ingérence extrêmement profonde qui a un démultiplicateur de force à fait du numérique. Donc il faut arriver à se protéger nos citoyens. Après, la frontière est difficile. Et puis quand on regarde le complotisme, regardez ce qu'un mouvement comme QAnon peut amener aux États-Unis, je trouve ça quand même assez effrayant. Qu'une idéologie aussi débile que QAnon arrive à mettre dans la rue plusieurs dizaines de milliers de personnes pour aller menacer la démocratie américaine, et que le Parti républicain a une partie de ses adeptes qui sont quand même totalement adhérents de cette doctrine. Ça pose quand même un certain nombre de questions sur le niveau de culture, sur le niveau de réflexion dans l'évolution des grandes démocraties. Et ce qui se passe aux États-Unis va se caractériser probablement dans 5 ou 10 ans en France. Okay. Merci, Amiral. Mais comme fort justement, tout le monde sait ici que la Terre est plate. Et merci d'avoir levé ce voile sur l'hybridité. Sur l'hybridité et puis les actions du cyber deterrence, maybe. Sur le... Non, cyber deterrence, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que la dissuasion, ça veut dire que vous êtes dans une arme de non-emploi et vous êtes en face de vous avec des gens qui sont un peu structurés sur un État. Là, on est dans un écosystème qui est un peu le Far West.
Donc c'est un jeu du chat et la souris, comme on l'a vécu pendant toute la période de la guerre froide, avec une guerre larvée souterraine. Une guerre larvée souterraine où tous les coups sont permis. Quand vous regardez ce qui sort aujourd'hui sur le nombre de journalistes français qui étaient rémunérés par le KGB, c'est quand même intéressant. Donc on est dans ce genre d'action, sauf qu'on le fait à travers le numérique. Il n'y a plus besoin d'avoir des agents à Paris. Ça marche très bien à travers les réseaux sociaux et d'autres choses. Merci. Alors Fabien, une petite question à propos justement de manipulation et puis des élections de 2017, puisque l'IRSEM a publié un rapport sur ce défi pour les démocraties, qui est vraiment la manipulation des foules et des esprits dans un but électoral. Alors pourriez-vous décrire le processus technique qui a été utilisé en soutien du cognitif à la manipulation des foules, et comment l'intelligence artificielle, selon vous, va agir en soutien à ces processus, et notamment comment les services de renseignement vont devoir s'adapter? Alors, le rapport de l'IRSEM analyse un certain nombre de techniques utilisées notamment par la Chine, effectivement, dans sa stratégie effectivement d'influence. Mais au-delà de la question, je vais peut-être rebondir sur la dernière partie de votre question, sur au fond cet effet accélérateur que les algorithmes amènent dans les techniques de manipulation. Ce qui a été dit, encore une fois, est très juste. La manipulation, c'est une pratique très ancienne. Ce qui change avec les algorithmes, c'est la vitesse, c'est la massification, l'industrialisation et, au fond, l'ubérisation des méthodes, effectivement, de manipulation d'information. Puisque des petits acteurs, des petits prestataires peuvent avoir des solutions de manipulation d'information, de fake, de fausses vidéos, de fausses voix, de faux contenus, très facilement utilisable, constructible effectivement et diffusable surtout. Et donc il y a bien effectivement cette dimension nouvelle avec l'introduction, la massification des outils d'IA. Mais c'est plutôt encore une fois sur l'assiette et la vitesse quelque part que sur le fond des techniques de manipulation qui n'ont pas beaucoup changé. On parlait beaucoup de doppelganger, mais si vous prenez l'opération Infection ou les mesures actives du KGB des années 70-80, on est sur des techniques de manipulation de l'information qui ne sont pas très très différentes sur le fond de la doctrine quelque part. Ce qui change, c'est la vitesse. C'est la vitesse, c'est les disséminations, c'est effectivement le côté polycentrique. C'est qu'on a, comme avec Canon, désormais des théories, une viralité de la désinformation qui est nouvelle et qui est beaucoup plus inquiétante. Alors ce qui a été dit sur Viginum est très juste. Et si je prends le cas américain, la plupart des grandes agences américaines se sont dotées ou se dotent d'outils spécifiques de lutte contre la désinformation, ce qui m'amène en fait à avoir peut-être trois éléments de réponse. Quand on parle de lutte contre la désinformation, il y a d'abord détecter le fake, ce qui n'est pas si simple que ça, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une sophistication croissante des contenus de désinformation, les vidéos grossières, les voix grossièrement falsifiées, les images artisanales d'il y a encore 6 mois, 1 an, sont remplacées par des générations d'images, de vidéos, de contenus texte beaucoup plus subtils. Je prends le cas des langues. Il y a encore 1 an et demi, générer un contenu dans une langue comme le français par un acteur étranger pouvait encore se détecter. Dans une langue rare, encore plus facilement. Aujourd'hui, on atteint un degré d'excellence sémantique dans la génération d'un texte en langue vernaculaire, le français, mais aussi le néerlandais, le japonais, et pourquoi pas un jour des langues beaucoup plus rares comme le wolof ou d'autres, qui sont tout à fait préoccupants. Donc cette capacité sémantique à avoir une excellence, et donc d'être indétectable par un locuteur humain, ça c'est effectivement tout à fait préoccupant. Ça implique aussi d'avoir donc des outils nouveaux, donc d'IA évidemment, de détection de ces fakes de plus en plus sophistiqués. La deuxième question, c'est aussi se protéger. Et donc, je vais faire un tout petit parallèle avec une application qui a été lancée au début d'année qui s'appelle Nightshade, qui permet effectivement aux artistes de protéger leurs œuvres, un peu par un procédé intéressant, qui permet effectivement aux artistes de contrer, de leurrer les IA qui vont tenter de copier leur contenu artistique, leur contenu. Et donc la question, c'est les contre-mesures aujourd'hui qu'on peut utiliser, qu'on peut développer. Nightshade est un cas intéressant. Hein. Il a été téléchargé 400 000 fois en quelques semaines. Et c'est un cas intéressant non pas d'empoisonnement de l'IA, mais de leurrage de l'IA. Donc la question va se poser des techniques de deception, de leurrage des IA dans cette course effectivement à la génération multimodaux, multi-contenus qui sont à usage des informatifs. Et puis, il y a la question effectivement de
peut-être l'usage offensif de l'empoisonnement, cette fois-ci des IA, dans leur phase d'apprentissage. Comment est-ce qu'un service peut agir sur la phase amont, finalement la plus intéressante et la plus vulnérable d'une IA, c'est quand elle apprend. Quand elle apprend effectivement à générer une image, à générer une voix. Et quels outils aujourd'hui peut-on développer pour cette phase intéressante, offensive mais amont. Et si vous voyez effectivement le catalogue de la DARPA américaine, vous voyez effectivement, ou de l'IARPA, vous voyez des cas très intéressants de programmes en cours ici. Merci beaucoup Fabien, très, très, très éclairant. Alors Henri, on va passer dans un autre domaine plutôt du juridique. Et en avril dernier, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en France a demandé à l'OCDE un rapport pour renforcer la transparence et l'intégrité des activités d'influence étrangère en France. Donc, dans la même période, le CIGREF a appelé la Commission européenne à prendre des mesures immédiates pour clarifier et renforcer la protection des données non personnelles qui sont sensibles et stratégiques au sein de l'European Cloud. Et donc, nous avons une Europe qui semble être placée entre deux formes d'ingérence, une forme d'acteur plutôt hard et une forme d'acteur plutôt juridique. Donc, juridique et extraterritoriaux. Donc, pourriez-vous nous parler du rétexte du CIGREF en la matière de cette dichotomie et comment l'IA va-t-elle rendre plus résilientes nos entreprises, mais aussi nos projets de loi? Oui, c'est un vrai sujet de préoccupation pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, ce point, il a été particulièrement mis en exergue par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 juillet 2020, par lequel la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cadre de ce qu'on a appelé l'affaire Schrems 2, a invalidé le Privacy Shield. Le Privacy Shield, qui était ce dispositif qui permettait de mettre une équivalence sur la façon dont les données à caractère personnel des Européens sont traitées aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le règlement général sur la protection des données à caractère personnel, finalement, à travers le Privacy Shield, on disait les États-Unis ont un dispositif qui est équivalent. Une décision d'équivalence de ces dispositifs. Et la Cour de justice de l'Union européenne a dit non. Et pourquoi a-t-elle dit non? Souvent, les gens répondent à cause du Cloud Act. En fait, pas du tout. Le Cloud Act n'est pas mentionné dans cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, mais pour une raison très précise, c'est la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, qui est une loi américaine qui encadre et autorise les agences de renseignement américaines à faire de la collecte massive, a priori, sans mandat judiciaire, des données des non-US personnes, dès lors que ces données, qu'elles soient à caractère personnel ou non personnel, dès lors que ces données sont hébergées ou sont accessibles par une entreprise relevant de la législation américaine. Section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui met ses données chez un cloud provider, chez un opérateur américain, eh bien, ces données, elles sont accessibles sans formalité particulière, dans le cadre, bien entendu, du cycle de renseignement aux États-Unis, où que ces données soient sur la planète. C'est-à-dire que la frontière des États-Unis passe dans tous les serveurs de tous les data centers qui appartiennent à une entreprise américaine, quelle que soit la localisation de ces serveurs. Et c'est important de le savoir. Ouais. Pourquoi je parle de ça? Henri, je t'interromps. Ce qui est très important, c'est quand vous allez voir des grands opérateurs américains, vous dites, on est souverain, vos données sont en Europe. La localisation des données n'a aucune importance. C'était ce que j'étais en train de dire. C'était le cas de Moi, je voudrais réaffirmer, parce que j'ai encore vu, il y a une grosse boîte hier, française, qui dit, moi, j'ai la garantie, XX m'a garanti que mes données étaient en France. Et le niveau COMEX,
Alors qu'on parle de ces affaires-là, je pense, depuis des années. Le SIGREF, non, les données, et surtout les trucs intéressants, c'est que c'est pas une action judiciaire, c'est une action administrative. Donc on demande l'avis de personne. Le tout, c'est le savoir. Je t'ai interrompu, mais je pouvais pas m'empêcher. Oh, je te connais depuis si longtemps. Bon, tu as été bien formé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les data centers qui sont répartis sur toute la planète de Microsoft, d'Amazon Web Services, de Google Cloud, eh bien, ces données-là, les données, lorsque vous les confiez, elles sont accessibles par des agences de renseignement américaines. D'abord, au préalable, rassurez-vous, la Chine a exactement le même dispositif. C'est la loi sur le renseignement national chinois du 28 juin 2017. C'est le pendant de cette loi. C'est-à-dire que quand vous confiez des données à un opérateur de cloud chinois, que ce soit Huawei, que ce soit Alibaba, que ce soit d'autres, eh bien, vos données, vous acceptez tacitement qu'elles soient accessibles par les agences de renseignement chinoises. Donc, c'est vraiment le pendant. Il faut savoir une chose, et on raconte beaucoup de bêtises sur le sujet parce qu'on entretient, je pense, à dessein des confusions. Quand une agence de renseignement américaine accède à vos données, ce n'est pas un sujet de cybersécurité auquel on est confronté, puisque c'est un accès légal. C'est un accès légal à travers un dispositif légalement installé dans le cadre des directives de renseignement du renseignement américain. Ce n'est donc pas des dispositifs de cybersécurité qui vont vous permettre de vous prémunir de ces accès. D'autant plus qu'une donnée, il faut toujours avoir ça à l'esprit, toujours. Une donnée, vous pouvez toujours la chiffrer lorsqu'elle est en transit. Vous pouvez toujours la chiffrer lorsqu'elle est stockée, et même avec du chiffrement robuste, vous disposez des clés, et ainsi de suite. Vous ne pouvez jamais chiffrer une donnée dès lors qu'elle est calculée. Dès lors qu'elle est elle est entre une RAM et une CPU, elle est en clair. Et même des entreprises comme Amazon Web Services qui vous disent « Non, 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 on a résolu le problème avec le confidential computing », eh bien, en fait, ça ne résout que le problème de la cybercriminalité. Mais certainement pas des dispositifs légaux d'accès à des données en clair entre une RAM et une CPU. Il faut que j'aille plus vite. Voilà, donc ça c'était un truc qui est absolument essentiel. Et c'est pour ça que sur le plan législatif, nous appelons l'Union européenne à prendre des dispositions qui correspondent peu ou prou au règlement général sur la protection des données à caractère personnel pour les données personnelles, et d'avoir un dispositif à peu près équivalent pour les données sensibles et stratégiques de l'économie européenne, pour inciter les entreprises et les administrations publiques à mieux protéger leurs données sensibles, afin de s'affranchir de l'activité d'intelligence économique, de renseignement d'intérêt économique, que mènent de façon très naturelle toutes les agences de renseignement. Je dirais même, grosso modo, comme ça à la grande louche, que c'est 50% de leur activité. Et c'est normal. Ce sont des sujets d'intérêt national que dans le cadre d'une concurrence mondiale, de favoriser son économie par des activités de renseignement d'intérêt économique. Merci Henri. Alors, en matière de prospective, on va donner la parole à Fabien pour évoquer l'évolution prévisible de l'intelligence économique, ce qui intéresse forcément les industriels présents. Et cette intelligence économique, d'après quelques observateurs dont je fais partie, donc, est en train de s'éloigner d'une approche strictement économique et compétitive, mais pour prendre en compte également les grands changements structurels du monde. Alors, en matière de prospective, comment est-ce que l'IA va-t-elle participer à cette mutation de l'intelligence économique et à la résilience des entreprises ? Je vais citer un grand penseur de la prospective qui est Pierre Dac, mais ça va pas être simple de faire de la prospective sur un sujet aussi rapide et aussi imprévisible. Peut-être juste des éléments de réflexion avec beaucoup d'humilité, parce que l'évolution des 6 derniers mois en matière d'OSINT et d'IA nous a montré que
voilà, il y a une sorte de labilité des connaissances et de ce qu'on croyait acquis qui est quelque chose d'extrêmement important. Une première chose, il est clair que comme le cyber, ça va être à la fois un instrument de vulnérabilité pour l'entreprise et aussi un instrument de résilience. En matière de cyber, en matière de protection, en matière de traçabilité des données, en cas de leak, qui est une des grands problèmes aussi auxquels l'entreprise est confrontée, les solutions d'algorithmes vont permettre effectivement de suivre, de détecter quelque part les fuites de données et très très loin, y compris dans les réseaux sociaux et leur dissémination. Ça, c'est un point intéressant en matière effectivement de traitement d'algorithmes, un peu comme Nightshade que j'avais cité, où le procédé un peu de stéganographie numérique, on va pouvoir suivre effectivement des données qui ont fuité d'une entreprise. Ça, c'est un aspect sans doute défensif intéressant. Sur l'aspect offensif, tout ce qui a été dit sur la désinformation et la génération de fake, évidemment, va impacter l'entreprise. Évidemment, on le voit sur les théâtres de crise aujourd'hui. Mais c'est quelque chose, effectivement, qu'il va falloir prendre en compte. Ce qui m'amène, effectivement, à ma deuxième remarque, j'ai parlé d'ubérisation de l'OSINT et de l'IA tout à l'heure, à dessein, c'est-à-dire qu'on voit aussi cette question, quand même, de l'encadrement juridique de ces outils de recherche que sont l'OSINT. Il y a eu un certain nombre de scandales, de crises dans les dernières années. Je pense à l'usage par des cabinets privés d'IE à des fins de recherche où le respect de la vie privée a été, on va dire, extrêmement particulier, lacunaire ou tardif. Donc cette question de l'encadrement juridique, de la data privée dans la recherche et de sa conservation va être un vrai sujet. Je me souviens du cas d'un petit cabinet indien qui s'appelle Appin Security. Je pense aussi évidemment à NSO. Il y a cette question de l'encadrement des prestataires privés de l'OSINT aujourd'hui, qui va se poser de plus en plus fortement aujourd'hui pour les entreprises qui sont les consommateurs et les employeurs de ces prestataires aujourd'hui de l'OSINT. Et c'est bien, à mon avis, un risque, je pense aussi, de voir cette dissémination, sophistication, complexification des pratiques et des outils de l'OSINT par des acteurs privés, des petits acteurs privés, complètement autonomes, complètement mercenarisés aussi, s'il faut l'être. On voit que le cas ukrainien montre bien, effectivement, le cas russo-ukrainien montre bien la capacité de petits acteurs privés, au-delà des fermes à trolls et des classiques, mais de ces petits acteurs privés à générer aussi par eux-mêmes du faux contenu, des fausses attaques. Donc, je pense que si je vais juste terminer là-dessus, c'est vigilance et nécessité d'une réflexion à long terme. On parlait de gouvernance, je vais revenir à la gouvernance par cette notion d'encadrement juridique et éthique aussi, bien sûr, de ces nouveaux usages, pas si nouveaux que ça, mais nouveaux dans leur ambition de l'IA à fin d'OSINT. Merci beaucoup Fabien, et nous arrivons malheureusement au terme de notre petite conférence. Et donc, la conclusion serait très longue, mais globalement, si en quelques mots, désinformation, c'est vraiment un virus qui met en jeu nos cultures. C'est un virus à aspect sociétal, et l'enjeu, c'est vraiment la démocratie et dans son ensemble. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'IA. Rien n'a changé, mais tout a changé, finalement. Vitesse, viralité, capacité sémantique, et c'est justement là on se rapproche du langage naturel qui est utilisé par l'IA, tout ce qui traîne autour du langage sémantique pour avoir des aspects cognitifs et engager des actions dans le monde du cognitif. Et je retiens aussi les perspectives et les axes de travail en matière d'IA. C'est comment contrer finalement, comment arriver à définir des contre-mesures du leurrage de l'IA, de l'empoisonnement, et notamment, et là, Fabien, merci du conseil, pendant la période du machine learning. Donc, merci à tous, et si vous voulez aller plus loin dans l'OSINT et le monde de l'open source, le Sinopia est notre think tank, et nous serions heureux de vous accueillir en membership chez nous, pour évoquer tous ces sujets. Merci beaucoup et très bonne journée à tous.